j'ai fait des études d'histoire, je suis maman de 2 enfants. J'ai été longtemps adjointe au maire de Paris. Et puis, donc, je suis partie vivre en Seine-Saint-Denis. Et donc, vous êtes arrivée comment à la politique? Très tôt? Assez tôt, ouais. Assez tôt. Enfin, pas si tôt que ça, parce qu'il y en a qui commencent en étant lycéen ou quoi. Moi, c'est plus étudiante. J'étais une simple militante de l'UNEF et de l'UEC. Et après, c'est suite au viol que j'ai subi, je me suis engagée dans les mouvements féministes et dans le même temps à la Fondation Copernic. Et puis, j'ai créé avec d'autres une association qui s'appelle Mixité. Et en fait, la politique plus classique, je l'ai commencée à 27 ans quand j'ai mené la campagne à Paris, où j'étais apparentée au Parti communiste français et puis élue adjointe à Bertrand Delanoë pendant un mandat. Et voilà, j'ai toujours milité dans des collectifs qui visaient à une nouvelle force politique, sociale et écologique. Ça, c'est depuis 15 ans, c'est ma bataille. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est le viol qui a été ce déclencheur? Parce que le viol a été un traumatisme, évidemment, oui, très important. Et donc, à partir de ce traumatisme, j'ai lu, j'ai voulu comprendre ce que j'avais subi. Et donc, c'est à partir de cette réflexion intellectuelle, en fait, parce que j'ai lu, et que je suis arrivée au féminisme dont je n'avais pas idée avant, en fait. Donc, ce qui m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas juste toute seule face à un malade mental, mais qu'il s'agissait d'un fait social, et que pour déconstruire ce fait social, il fallait se battre, en fait, contre la domination masculine plus largement, et pas simplement sur la question du viol. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et par ailleurs, je suis issue d'une famille où l'engagement est quand même très, très présent, donc voilà, j'avais de toute façon un intérêt pour la gauche radicale depuis, j'allais dire toujours, enfin c'est un peu idiot, mais en tout cas dès l'adolescence. Et vous pensez que le viol est toujours un tabou aujourd'hui? Je pense qu'on a bien quand même soulevé la chape de plomb. Je ne dis pas qu'elle est totalement soulevée, mais enfin je pense que, notamment avec l'affaire DSK, il y a quelque chose qui a changé, je crois. Après, on mesurera dans le temps ce qui a vraiment changé, mais je crois qu'une parole s'est déliée. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans la littérature où de plus en plus de romans évoquent des viols, du point de vue féminin, pas simplement des viols dans des polars, voilà, mais vraiment l'intimité du viol, la dimension sociale aussi et politique du viol. Donc je crois qu'on est dans une période où cette question se politise et sort du tabou, du silence total dans lequel il était enfermé. Alors c'est lent, ce sont des processus qui ne se font pas du jour au lendemain, mais j'ai l'impression qu'il y aurait un avant, un après l'affaire DSK. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'une nouvelle forme d'agression, enfin, qui n'est pas vraiment nouvelle, mais en tout cas, on en parle, c'est le harcèlement dans les transports. C'est la forme banale du sexisme qui fait que le corps des femmes est considéré comme un objet. C'est ça qui est insupportable, c'est de ne pas être considéré comme un sujet, mais comme un objet qu'on peut donc toucher, un objet de désir, réduit aussi à la dimension sexuelle dans une relation avec des inconnus. C'est quelque chose de très violent, de très humiliant. Ça fait partie des rappels à l'ordre sexiste du quotidien qui construisent tout le système de la domination masculine. Et comment on peut lutter contre les stéréotypes, justement? C'est difficile. À l'école, d'abord, je pense qu'il y a une responsabilité. De ce point de vue, je regrette beaucoup que l'ABCD de l'égalité, qui était une bonne idée, ait été retirée. Je pense que c'est un renoncement vraiment très, très regrettable et assez indigne d'un gouvernement qui se dit de gauche, à vrai dire. Donc, je pense qu'il y a ce travail sur ce qu'on appelle les mentalités. Et ce travail est un travail long cours. Et je pense que les mobilisations féministes permettent une prise de conscience qui, normalement, doit faire reculer les stéréotypes. C'est un processus qui suppose des batailles sociales et politiques. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, on dit on s'en fiche. Mais en fait, en bout de course, il y a les inégalités entre les hommes et les femmes en termes de salaire, il y a les violences faites aux femmes, etc. Et donc, l'enjeu, c'est de faire le lien entre tout ça. Faire le lien entre les petites filles qui rêvent d'être des princesses et d'attendre le prince charmant et les garçons qui sont dans la construction, dans le super-héros et tout ça, que tout cela construit des imaginaires qui sont différenciés et qui produisent ensuite des comportements et des destins qui sont des destins inégaux.
L'enjeu, c'est la liberté, c'est d'élargir le champ de la liberté aussi pour les garçons qui sont aussi enfermés dans des stéréotypes. Donc il faut décloisonner et il faut ouvrir le champ des possibles pour les deux sexes. Et c'est un travail vraiment au long cours. Décoloniser les imaginaires en réalité. Vous êtes engagé contre le sexisme, le racisme, le libéralisme et on voit qu'en Europe, de plus en plus, il y a une crise de confiance vis-à-vis de la politique. Comment on peut faire avancer justement les choses en politique aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire de l'inédit, en fait, si on arrive vraiment à cette conclusion. C'est-à-dire qu'il y a une telle défiance à l'égard du système politique, global, institutionnel, qui est si profond que soit nous avons un outil politique qui apparaît neuf et qui n'a pas que l'apparence de la nouveauté. Il faut qu'il y ait quand même des efforts réels pour modifier à la fois la façon d'énoncer un projet de transformation sociale et écologique dans les termes de notre époque, mais aussi des façons d'organiser le militantisme et la décision collective qui soient refondues. Et ce travail-là, pour moi, il est devant nous. On est dans ce moment de refondation nécessaire. Il y a eu tout un XXe siècle avec une tradition militante, qui est celle de la tradition du mouvement ouvrier, avec les syndicats de masse, avec les partis politiques et leurs modalités de fonctionnement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à bout de souffle. Et donc, puisque c'est à bout de souffle, soit on a de l'audace et on produit une rupture, soit on va reproduire l'existant et je crois que nous n'arriverons pas à recréer du lien. Et c'est pas facile, hein, parce que là on est du coup face à l'inconnu. Mais je dis toujours, je le répète, on ne trouve que si l'on cherche. Et la parité? La parité, moi je parle plutôt d'égalité en fait, hein, tout simplement d'égalité. Elle n'existe pas encore, c'est un leurre total. Et c'est un leurre aussi parce que tant qu'on ne touche pas à l'organisation dans la maison, on va avoir du mal à arriver aussi à la parité. Parce que moi je vois bien, dans un exécutif, vous dites il y a autant d'hommes que de femmes sur le papier, sauf qu'après, les horaires de réunion, les ci, les là, ceux qui vont chercher les mots, mais ceux qui n'y vont pas, vous vous retrouvez avec une présence qui est une présence inégalitaire. Donc, alors à notre propre échelle, c'est très difficile de bousculer tout ça, mais il faut en avoir l'ambition et le projet. Et que pensez-vous du port du voile, notamment en France, hein? Je pense qu'on parle vraiment beaucoup trop de ça. Et que c'est un piège parce que ça fait le jeu de ceux qui veulent la guerre des identités. Donc je suis très inquiète de ça. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est quelle est la stratégie la plus performante pour que progressivement ces femmes n'aient plus le désir de porter ce foulard. Mais je trouve qu'on crispe beaucoup sur ce foulard qui est un signe de l'oppression masculine, de la domination masculine, mais il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'ai des talons hauts, c'est aussi un signe de la domination masculine. Je me maquille, bon voilà. Est-ce que je suis en tout point une femme aliénée, soumise? C'est pas certain. Et je le pense aussi de certaines femmes voilées. Dans ma ville à Sevran, j'ai discuté avec plein. Je vous assure que le foulard n'est pas le critère absolu de l'état de domination d'une femme. C'est fou à faire là. Et je trouve que c'est ramené dans un débat très simpliste dans lequel il y a les femmes dominées, c'est celles qui portent le foulard, et les autres qui seraient libres. La frontière, elle n'est pas celle-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Et par ailleurs, si on estime qu'elles sont opprimées, les mettre, elles, enfin les stigmatiser, elles, et leur assigner comme ça cette obligation à le retirer, sinon elles ne sont pas dans l'espace républicain, me paraît quelque chose d'assez violent en réalité à l'égard des femmes.